Aux côtés de beaucoup d'autres, amis, camarades ou inconnus, j'ai passé les 20 dernières années à essayer de changer le monde, dans une perspective qu'on peut qualifier d'autonome. Contre-sommets, squats, mouvements sociaux, ZAD, etc., etc. On a été la génération arrivée après la fin de l'histoire. Celle qui a vécu une réouverture du champ des possibles politiques après la défaite du mouvement révolutionnaire dit ouvrier et la glaciation des années 80. On a cru que le monde pouvait changer, on l'a désiré, on a lutté pour. Aujourd'hui, le monde change, à une vitesse qui dépasse les espoirs les plus révolutionnaires. Mais ce changement se fait sans nous et contre nous. Il y a besoin de comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a besoin de comprendre, mais la brutalité du changement d'époque semble réduire en ruine tout ce qui permet de fonder une pensée. Les convictions les mieux ancrées sont dissoutes les unes après les autres, au point qu'on ne sait plus s'il faut se fier ou non à celles qui tiennent encore debout. Il faudrait pouvoir aller chercher de tous les côtés en même temps, disposer d'une vision théorique à 360 degrés, pour avoir une chance de tomber sur quelques morceaux de vérité inaltérable, ou au moins en phase avec l'époque. Pour cela, on peut s'appuyer sur celles et ceux qui ont le luxe d'avoir la pensée comme activité principale. Que ce soit par ascèse, grâce à une place dans l'institution, ou plus rarement par une solide organisation collective. Ce n'est pas mon cas, et j'essaie tant bien que mal de consolider quelques idées dans les moments suspendus qui rendent ça possible. Par exemple, quand c'est mon tour de vaisselle. Alors, bienvenue dans ce premier numéro de vaisselle. Comme c'est un premier numéro, je vais tenter à la fois de présenter les fondements politiques à partir desquels je parle et de tracer les grandes lignes d'une vision de la situation présente. Ça sera forcément un peu grossier, avec parfois du gros concept qui tâche, mais l'idée c'est aussi d'affiner tout ça dans les futurs numéros. Bonne écoute et je suis preneur de tout retour pour affûter, discuter ou réfuter les hypothèses et les propositions que je vais formuler ici. Pour ça, écrire à devaisselle, tout attaché, @riseup.net. Alors, mon constat de départ, qui me semble être assez largement partagé autour de moi, et même plus largement dans pas mal de sphères de la société, c'est le sentiment que la façon qu'on a eu de faire de la politique jusqu'à présent, elle est devenue largement inopérante. Et donc évidemment, ça demande de se poser la question, qu'est-ce qui s'est produit comme bascule d'un monde à l'autre, pour rendre tout ça caduc. Alors ça, c'est une grande question. Et pour y répondre, il faudrait d'abord arriver à synthétiser ce que c'était cette façon qu'on a eue de faire de la politique et comment on comprenait le monde dans lequel elle se situait. C'est important d'avoir en tête l'analyse qu'on a de la situation à ce moment-là, disons entre le tournant des années 2000 et la fin des années 2010. Le discours dominant qu'on a en face de nous, c'est celui de la fin de l'histoire. La victoire contre le communisme et l'entrée dans le règne sans fin de la gestion libérale. Alors par communisme, donc on entend en général la chute du bloc soviétique, mais il faut entendre peut-être de manière prioritaire la défaite du mouvement ouvrier révolutionnaire. C'est bien lui qui est d'abord défait à la fin des années 70. Ce mouvement ouvrier révolutionnaire, à ce moment-là, c'est une poussée qui couvait depuis l'après-guerre, et elle échoue à ce moment-là, à la fin des années 70. Et je dis elle échoue, mais c'est pas un simple échec, c'est une vraie défaite, c'est un changement d'époque. À partir de là, le mouvement ouvrier, c'est plus ce qui est en mesure d'incarner quelque chose comme un espoir révolutionnaire. C'est ce qui fait, à partir de là, que les gouvernants peuvent décider de s'essuyer les pieds dessus, comme Thatcher, ou de le récupérer comme Mitterrand. Mais la cause, c'est bien la même, c'est la désactivation de son potentiel révolutionnaire. Donc il faut bien accorder un certain crédit à ce discours de la fin de l'histoire. Pas comme une vérité, mais comme une prophétie autoréalisatrice. C'est le capitalisme qui est en train de mettre en place son hégémonie idéologique.
Il s'agit de l'histoire avec un grand H. Est-ce que Fukuyama parle de son concept de fin de l'histoire. nous sommes en présence d'une orientation cohérente de l'évolution de toutes les sociétés humaines jusqu'à ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie libérale moderne et le capitalisme technologique? Et c'est à cet égard qu'il y a un processus historique, quand bien même celui-là n'est-il pas linéaire et égal. Et j'essaye de démontrer que ceci tend vers ce que nous entendons par démocratie libérale. Dans le schéma, la politique, ça ne doit plus consister qu'en des actes de gestion soumis aux lois de l'économie. Et la destinée manifeste du modèle occidental, c'est de se répandre sur la terre entière sans véritable résistance. Au fond, c'est un vieux truc d'hegelien. C'est une sorte d'aboutissement dialectique de la lutte des classes, mais vu du côté capitaliste. C'est la politique qui s'abolit tout en se réalisant. Et cette abolition de la politique, c'est une façon d'assurer le maintien de l'hégémonie capitaliste, que rien de sérieux ne peut venir contester. Alors évidemment, vu que le modèle se prétend démocratique, il faut quand même assurer un semblant d'alternative, et donc on a le jeu, la marge de manœuvre entre plus ou moins de social-démocratie et plus ou moins de néolibéralisme. Donc c'est ça qu'on a en face de nous, en tout cas la lecture de ce qu'on a en face de nous à cette époque. L'ennemi qu'on s'identifie, c'est donc bien la politique gestionnaire, celle qui dit tout est sous contrôle et de toute façon, il n'y a pas d'autre voie crédible. C'est le fameux Tina, There is no alternative de Margaret Thatcher qui a été reprise ensuite par à peu près tous les gouvernants, qu'ils soient sociodémocrates ou libéraux. The phrase coined by Margaret Thatcher, there is no alternative, or TINA for short, has been revived by David Cameron. Et effectivement, on n'a aucun antagonisme qui est en mesure de venir remplacer la lutte des classes à l'endroit de la place centrale qu'elle occupait comme moteur de l'histoire. Et le discours qu'en est tiré par les gardiens de l'ordre, c'est que on est censé désormais vivre dans un état de paix généralisé, avec quand même besoin de quelques opérations de police ponctuelles et pour être maintenu. C'est ça notre point de départ. Et donc pour nous, ce qu'il faut commencer par faire, c'est faire exploser le consensus, ramener de la conflictualité, remettre l'histoire en branle. Avec du recul, je dirais que de cette nécessité, on a fait notre stratégie. On a parié sur le fait qu'il fallait faire exister des lignes de conflictualité radicale pour venir ruiner ce par quoi le système tenait, c'est-à-dire sa capacité à tout neutraliser et à tout récupérer. Schématiquement, c'était « vous prétendez assurer la paix, nous, on va prouver à tout le monde que la réalité qui se cache derrière, c'est la guerre ». Donc, faire monter le niveau d'affrontement, c'était à la fois rendre inopérant le discours d'auto-justification par le maintien de la paix, qui disait « on est en mesure de contrôler la situation, vous pouvez nous faire confiance », et en même temps, c'était obliger l'ennemi à se découvrir et assumer que lui-même est en train de mener une forme de guerre. C'est par exemple cette stratégie qui permet d'expliquer l'essor du Black Bloc dans le mouvement altermondialiste. Évidemment, l'idée c'était pas de faire s'écrouler le capitalisme en cassant quelques vitrines de banques ou de multinationales. Mais c'était bien de remettre au centre la matérialité d'une conflictualité possible. Et là-dessus vient la révolte de 2005 dans les quartiers en France, et ce qu'on lit comme une confirmation parfaite de ce processus. Cette révolte, elle se dit pas dans des termes politiques, mais si on devait le faire, ça pourrait donner quelque chose comme le maintien de l'ordre peut être débordé, le pouvoir est obligé d'assumer et de mener une sorte de guerre. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il réactive l'état d'urgence qu'il n'avait pas réactivé sur le territoire métropolitain depuis la guerre d'Algérie. Et on peut se rappeler la chanson de la Mafia Cafri à l'époque sortie en 2007, qui disait « On l'a pas souhaité, mais c'est la guerre ». C'est la guerre, grandir en cité, c'est la guerre, l'inégalité sociale, mon frère. C'est la guerre, la France veut nous faire du mal, normal. C'est la guerre. Donc on part de cette analyse. Pour commencer, il faut faire exister de la conflictualité. J'ai dit qu'on a fait de cette ligne une stratégie parce que ça a consisté à pousser le système dans ses retranchements jusqu'à ce que ça craque. Ce qu'on a espéré derrière, c'est que cette implosion, elle pourrait faire renaître quelque chose de plus juste, de plus désirable, de meilleur. On voit bien la difficulté à mettre en mots ce truc meilleur, mais c'était pas vraiment un problème à l'époque. La priorité, c'était de ramener de la conflictualité, ensuite de prendre le pouvoir à défaut, de s'engouffrer dans la brèche pour tout renverser,
Et après, pour le reste, on pouvait faire confiance à une sorte de capacité d'auto-organisation diffuse qui viendrait bien rebâtir ce qui devait l'être. Concernant ce dernier point, c'est un pari assez généreux et j'aurais tendance à dire que pour le coup, il est peut-être toujours autant d'actualité. Parce que ce qui nous intéresse là, et c'est peut-être ici qu'il y a quelque chose qui a basculé, c'est ce que tout ça va venir jouer dans notre rapport, on va dire dialectique, avec l'ordre dominant. Je l'ai dit, on a plus ou moins fait le deuil d'un sujet révolutionnaire, qui serait le levier des chamboulements. On a attaqué par tous les points où le système présentait des contradictions. Et ces contradictions, elles étaient beaucoup situées à l'endroit du hiatus entre les promesses de progrès et leur réalisation effective. C'est important parce que on n'est plus tellement en face d'une contradiction principalement matérialiste comme on a dans la pensée marxiste. Donc schématiquement, on a le mode de production qui d'un côté assure les bénéfices de la minorité capitaliste et qui en même temps renforce de fait le poids politique des travailleurs et comme ça dessine la conflictualité de classe. Nous, ce qu'on a, c'est plutôt des contradictions matérialisto-idéalistes, qui reposent sur un écart entre les valeurs et les faits matériels. Alors ces contradictions, elles sont nombreuses, et ça nous permet de mener plusieurs luttes de front, et c'est aussi une façon de comprendre l'ensemble de ces luttes comme faisant partie d'une même offensive. Bon, je sais pas si la peine de les énumérer, mais on peut dire quand même qu'il reste évidemment un certain nombre de ces contradictions qui passent à l'endroit du conflit de classe et du travail. Dire que la lutte des classes est plus le moteur de l'histoire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de raison d'avoir une conflictualité entre les travailleurs et les propriétaires des moyens de production. On a d'autres contradictions, par exemple sur le plan politique, entre les ambitions démocratiques et un gouvernement de fait qui est technocratique et élitiste. Et on peut multiplier les exemples, d'un côté l'égalité homme-femme en regard de la persistance du patriarcat, la fable de la mondialisation heureuse et gagnant-gagnant, et en face la suprématie occidentale, le développement durable et la destruction du vivant, etc., etc. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que ces contradictions elles sont prises en charge par le système au moyen de toute une série de figures de style. On a le féminisme avec le conflit social pour parler de la lutte des classes, on a l'oxymore pour le développement durable, on a l'hyperbole avec le libéralisme, etc. Et donc nous, en face, on va se dire que notre travail, ça va être de débusquer ces tours de passe-passe linguistiques et de pointer ce que ça relève comme hypocrisie. Vous-même, croyez même pas à vos promesses. Et c'est à l'endroit précis de cette hypocrisie qu'on a placé le plus gros de notre charge politique. Un peu comme on place une charge explosive à l'endroit plus faible d'un bâtiment à abattre. Alors, c'est quoi les caractéristiques d'un pouvoir qui est foncièrement hypocrite ? Est-ce qu'on peut comprendre quelque chose à partir de l'étymologie de hypocrisie ? Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose ? Et ça serait quoi l'inverse? Si on dit qu'il y a une bascule sur ce point-là, ça serait quoi un régime qui serait l'inverse de hypocrite? Alors, je suis allé voir sur Wikipédia ce qu'on trouve à l'entrée hypocrisie, et on tombe sur une étymologie intéressante. On sait déjà que crise en grec, ça désigne le moment de la décision au sens fort, le moment de trancher dans le vif entre plusieurs options. Donc hypocrisie, ça pourrait venir de la conjonction de hypo, qui veut dire sous, en dessous, et de krinéin, qui signifie décider. Wikipédia conclut donc ainsi la signification originale impliquait une déficience dans la capacité de décider. Bon, il faut quand même souligner que les contributeuristes de Wikipédia ont mis un commentaire qui dit « interprétation personnelle » à propos de cette explication. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on peut en faire. C'est pas de savoir si c'est bien ça qu'il y avait dans la tête des Grecs qui ont inventé le mot en premier. Par ailleurs, je vous jure que c'est pas moi qui suis allé mettre cette explication sur Wikipédia, et donc on est au moins deux à la trouver pertinente. Ce qui est intéressant, c'est si on applique ça à un mode de gouvernance. Le rôle de l'hypocrisie, ce serait de nous maintenir dans un état d'incapacité de décider, nous maintenir sous le seuil d'une décision importante. Une décision qui implique la possibilité d'une rupture avec le cours des choses. Par exemple, on pressent bien que la marche du monde nous entraîne vers un désastre écologique, mais comme par ailleurs on nous promet un développement durable, on peut se raccrocher à ça.
Au fond, on partage les mêmes objectifs que les gouvernants. On reconnaît bien là l'essence du compromis social-démocrate, une grande promesse de progrès et un minimum de réalisation effective pour continuer à y faire croire. D'ailleurs, on trouve là une bonne illustration du débat classique entre réformistes et révolutionnaires. Le hiatus entre les valeurs et les réalisations effectives, chacun des deux côtés le perçoit bien. Mais les réformistes y vont travailler à le combler petit à petit, tandis que les révolutionnaires, on avait la prétention de faire partie, pensent que tout ça va finir dans une grande implosion sous le poids de contradictions qui sont indépassables. Aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'on avait raison, mais seulement partiellement raison. Les contradictions elles sont effectivement devenues trop fortes pour que l'hypocrisie reste une option praticable. Si on devait citer que deux des limites qui, moi, me semblent principales à la poursuite de la marche du vieux monde, je dirais d'un côté la tension entre une économie basée sur la croissance et la capacité de la nature à encaisser son exploitation, le problème écologique, et d'un autre côté un problème plus géopolitique qui est l'incapacité à maintenir la domination occidentale et les avantages qui vont avec dans une économie mondialisée. Alors avec le processus de décolonisation et puis surtout l'émergence de puissances, de superpuissances non occidentales. Donc il y a bien quelque chose qui apparaît maintenant au grand jour comme indépassable. Et c'est très important de souligner que c'est bien les contradictions du vieux monde qui nous conduisent là où on est maintenant. C'est pas des forces qui lui seraient hétérogènes. Quand je dis vieux monde, je parle à la fois du compromis social-démocrate libéral depuis l'après-guerre, mais on peut peut-être étendre ça plus largement au monde qui se réclame de l'héritage des Lumières. Peut-être que j'aurai l'occasion de revenir une prochaine fois sur cette question de l'imbrication des échelles temporelles dans la compréhension du changement d'époque qu'on est en train de vivre. Ça me semble un point assez important. Je reprends. On a eu raison de parier sur l'implosion du système sous le poids de ses propres contradictions, mais là où on a perdu notre pari, c'est que dans le hiatus entre les valeurs et les faits matériels, une fois que ce hiatus est devenu trop grand, la résolution, elle va pas se faire de la façon qu'on aurait espéré. Ce qui s'est passé, c'est que plutôt que de s'accrocher aux idéaux jusqu'à la chute finale, le pouvoir a préféré les jeter par-dessus bord. Je dis le pouvoir par facilité, mais c'est à la fois les élites et la majorité de la population qui fait ce choix. L'Occident, donc élite et population comprise, prend conscience que il va pas assurer la paix, la prospérité et l'équilibre écologique dans le monde. Ça, nous, on pense que ça a toujours été vrai, mais c'était pas forcément conscient ou pas forcément assumé. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il prend conscience qu'il pourra pas toujours se tenir à l'écart des désordres. Et ça change tout. Et il pourra d'autant moins se tenir à l'écart des désordres s'il continue d'accorder du crédit à ses grandes valeurs. Alors, il préfère abandonner ses prétentions et ses idéaux pour mieux conserver les avantages. Et pour moi, il faut vraiment lire ça comme le moteur principal de la fascisation actuelle. Mais en plus d'alimenter la fascisation, ça a deux conséquences déterminantes pour nous et pour notre politique. Petit 1, ça devient impossible de s'appuyer sur ces idéaux qui sont ringardisés. Et petit 2, les vieilles hypocrisies, maintenant, c'est nous qui nous trouvons empêtrés dedans. Elles ont été retournées comme des chaussettes sur nos propres positions politiques. Je développe ces deux points. Donc petit 1, j'ai dit, notre activité politique, elle s'est appuyée sur les propres idéaux de la social-démocratie libérale, et plus largement des valeurs issues des Lumières, pour la combattre. Parce qu'on pressentait qu'elle n'était pas en mesure de tenir ses promesses. C'est important de préciser que c'est que partiellement vrai. Et il y a eu aussi un volet de notre activité politique qui a eu l'audace de s'en prendre frontalement à une partie de ses idéaux, et notamment l'universalisme ou la notion de progrès. C'est vraiment loin d'être anecdotique, mais pour l'instant je laisse ce point de côté, et j'espère que j'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres numéros. On n'a pas vu venir, ou pas avec assez de clairvoyance, les forces qui assument une rupture quasi totale avec ces idéaux. Parce qu'on a eu la faiblesse de croire qu'ils étaient effectivement universels, ou au moins assez bien ancrés pour nous servir d'appui. Ce qui fait qu'on est assez dépourvu au moment où ils sont frontalement remis en cause. Il y a un chantier énorme, une sorte d'inventaire à affronter pour déterminer ce qu'on a vraiment à garder des valeurs des Lumières, cette fois-ci avec une perspective qui serait éthique et plus simplement stratégique.
Par exemple, est-ce qu'on tient un certain principe du droit, au-delà de la possibilité tactique de pratiquer l'illégalisme sans prendre trop cher si on se fait choper? Idem avec la rationalité, avec le libre arbitre, avec l'humanisme, avec la délibération, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, même si on doit sauver quelques-unes des valeurs du vieux monde, il faut le faire avec 2 précautions. D'abord, se garder de les considérer comme universelles et au-dessus de toute considération politique. Et ensuite, avoir en tête que non seulement le monde qu'elles ont contribué à forger ne nous a pas prémunis de la situation dans laquelle on est aujourd'hui, et à laquelle on sera certainement encore plus confronté demain, mais qu'en plus, il nous y a conduit tout droit. Voilà pour l'instant pour ce premier point, et le problème des idéaux ringardisés. Pour le second point, il faut dire et répéter qu'on a eu raison de rejeter à la face du vieux monde ses propres contradictions. Mais à partir du moment où le pouvoir assume de trancher lui-même au détriment des idéaux, il faut arriver à sortir du piège qui nous est tendu comme une forme de miroir. On était, et on est toujours, nous-mêmes empêtrés dans ces contradictions. Ce qui change, c'est qu'avant, on pouvait relativement l'ignorer tant qu'on arrivait à faire porter la charge sur l'ordre dominant. Mais maintenant, on tend à se retrouver tout seul à devoir s'en dépêtrer. Un exemple parmi mille. On a toujours su que notre niveau de vie en Occident dépendait de la surexploitation des pays du Sud et de la nature. Et c'était vrai même pour une personne au RSA. On pouvait esquiver le problème en le renvoyant sur la gouvernance. Vous prétendez nous offrir ce confort tout en assurant le développement durable et le développement du Sud. Débrouillez-vous pour que ça marche. Nous, on savait bien que ça marcherait pas, mais on avait beau jeu de prendre les gouvernants à leur propre jeu. Aujourd'hui, on a un pouvoir qui, encore tendanciellement en Europe et de manière très cash aux États-Unis, dit « il va falloir choisir entre ce confort et le reste. On vous propose le confort, qu'est-ce que vous en dites ?» Bim, ils nous tendent un miroir et on est coincé. Cet exemple est encore relativement facile à manier, cet exemple économique. Et il y en a de plus inconfortable. La guerre. Vous pouvez dire avant, vous prétendez que votre ordre mondial assure la paix par nature, donc mollo sur la course à l'armement. Aujourd'hui, ce que nous dit le pouvoir, de manière très solennelle, c'est « nous avons échoué, l'ordre qu'on a construit n'est plus assuré, des puissances hostiles nous menacent, les USA ne nous protègent plus, on va se réarmer pour assurer notre sécurité. » C'est un devoir d'être parmi vous en ce point tournant pour le Canada et pour le monde. Le Premier ministre canadien Mark Carney au Forum de Davos. Et je parlerai aujourd'hui de la rupture de l'ordre mondial, de la fin d'une fiction agréable et du début d'une réalité brutale, où la géopolitique des grandes puissances n'est soumise à aucune contrainte. Il faut vraiment sincèrement prendre la mesure du changement d'époque qu'on est en train de vivre pour envisager une position politique juste et tenable à cet endroit. Sur la guerre, je fais une petite digression, mais c'est important. Je sais qu'il y a un débat, notamment avec des camarades, pour savoir s'il est exact de considérer que des puissances nous menacent, ce qui est effectivement le point clé du raisonnement plus haut. Je pense qu'il faut prendre la question à l'envers. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'un régime prédateur comme celui de Trump ou de Poutine ne nous menace pas ? Même en se creusant fort la tête, je vois pas d'autres réponses possibles que les deux suivantes. La première, c'est que on a un ordre mondial précédent qui persiste suffisamment pour nous protéger, avec une intrication commerciale trop importante pour qu'on puisse se permettre un conflit ouvert. La seconde, c'est que on a déjà assez d'armes comme ça pour tenir les autres armées en respect. Les deux réponses sont problématiques. La première est certainement encore assez vraie, au moins concernant les USA, mais au fond, elle revient à valider les réussites du modèle qu'on a toujours combattu. La fable du doux commerce, la mondialisation heureuse qu'apporte la paix, etc. Après tout, pourquoi pas, hein, il faut toujours se ménager la possibilité d'avoir fait des erreurs d'analyse. Mais d'une part, si c'est le cas, il faut en tirer les conclusions et accorder au moins ça à la social-démocratie. Et surtout, la liquidation de l'ancien ordre mondial, elle n'est pas encore achevée. Et compter dessus pour se protéger, c'est peut-être un pari un peu audacieux. La deuxième réponse, celle qui dirait qu'on est déjà assez puissant pour éloigner les menaces, c'est qu'une question de curseur.
Même si on s'y tenait et qu'on triplait pas les budgets militaires, elle reviendrait à valider les budgets actuels et se féliciter d'avoir fait le choix historique de l'arme nucléaire et de développer une importante industrie de défense. Et si on a cette industrie de défense, c'est bien parce qu'on a vendu à tout le monde des armes qui ont alimenté les guerres un peu partout, parce qu'une industrie de défense, c'est une industrie. Ça doit vendre sa production pour fonctionner. Alors je sais que certains à gauche revendiqueraient une nationalisation de Dassault et compagnie, mais on revient là, du coup, au problème de financer l'armement directement sur le budget de l'État. Au fond, que ce soit à propos de la guerre ou tout le reste, c'est toute la chaîne de nos dépendances qui se révèle et qui s'impose brutalement. C'est pas qu'elle serait en elle-même plus forte qu'avant, mais c'est le nouveau mode d'exercice du pouvoir qui nous met le nez dedans. Il faut avoir en tête que le processus d'évolution vers un pouvoir post-libéralo-social-démocrate, il est encore en cours, à des vitesses différentes en fonction des réalités locales, et évidemment c'est plus limpide quand on regarde du côté des USA. Mais on fait ici l'hypothèse que la pente est assez forte pour qu'on y glisse tous assez rapidement à moyen terme, et que donc il est utile d'anticiper un peu et de forcer un peu le trait. Pour illustrer la bascule du mode de gouvernance, on peut pousser la réflexion étymologique sur l'hypocrisie. Son contraire, ce serait donc quelque chose comme l'hypercrisie. Ça par contre, j'en ai pas trouvé de trace sur Wikipédia. Donc l'hypercrisie, ça serait un régime où on est maintenu constamment sous un flux tellement intense de décisions à prendre qu'on peut pas suivre. Et par décision, il faut toujours entendre des actes politiques radicaux. C'est une modalité gouvernementale qui cherche plus à atténuer ou à dissimuler les rapports de force, mais qui les met en scène. On cherche pas à éviter une prise de parti contre l'ordre dominant en proposant des compromis à la social-démocrate, mais on sollicite en permanence cette prise de parti. C'est vraiment le style trumpiste en mode petite frappe. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Et c'est une bonne question d'ailleurs. On va faire quoi ? Alors à ce stade de l'émission, et pour des questions de droit d'auteur et de diffusion sur des plateformes, je peux que vous conseiller d'aller écouter le morceau El Hub Bes'eh de Lella Fadda. Alors, est-ce qu'on peut vraiment comprendre la fascisation en cours comme une contre-révolution face au dernier soulèvement des années 2010, ou à la limite comme une contre-révolution préventive des soulèvements à venir, ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt la comprendre comme ce qui vient prendre la place en fait des tentatives révolutionnaires, enfin que les tentatives révolutionnaires n'ont pas réussi à tenir et n'ont pas l'air en mesure d'arriver à tenir. On a vu que le style de pouvoir hypercrite, si on peut l'appeler ainsi, nous met constamment au défi de lui répondre sur un mode radical. L'essence du compromis social-démocrate qui s'était forgé pendant la guerre froide, c'était d'accorder un certain nombre de garanties, démocratiques et sociales justement, pour éviter la radicalisation qui irait vers une révolution communiste. Donc, en toute logique, le pouvoir, en revenant sur ces garanties, il serait censé rouvrir cette question révolutionnaire. Sauf que c'est pas ça qui se passe, et c'est bien plutôt la tétanie qui prend le dessus. Pour le comprendre, il faut bien admettre qu'on n'est pas dans la situation des années 30, avec un fascisme qui est lu comme venant constituer une option contre-révolutionnaire pour la bourgeoisie de l'époque face à la menace communiste. Le fascisme actuel, il se nourrit pas de la puissance du mouvement révolutionnaire, mais de sa faiblesse. Là, il faut préciser ce que j'entends par révolutionnaire. C'est la conception politique classique qui est héritée de la Révolution française. C'est la conjonction entre un soulèvement populaire et une aspiration à une transformation radicale des structures sociales, économiques, politiques, culturelles, etc., sur la base de grands idéaux. Et c'est important cette idée d'idéal. J'ai l'impression que la définition classique de révolution, elle tient pas sans ça. Et il me semble que c'est encore cette définition qui continue d'irriguer les imaginaires. Il y a sans doute d'autres définitions possibles, et c'est même certainement nécessaire, mais on va considérer pour l'instant qu'elles sont trop embryonnaires pour les utiliser dans une analyse de la situation. Par contre, le travail sur ces redéfinitions de ce qu'est révolutionnaire, ça fait certainement partie des solutions à construire. Donc on a déjà dit que le communisme comme idéal révolutionnaire a été durablement défait.
Ça ne veut pas dire qu'il l'est pour toujours, mais il faut bien constater par exemple qu'il est très peu présent explicitement dans les soulèvements récents, et qu'il a absolument pas la même vigueur que dans les années 70, si on doit comparer à la dernière vague d'assauts révolutionnaires en son nom. On a déjà dit aussi que les tentatives politiques qui se voulaient révolutionnaires ici en Occident, elles ont principalement consisté dans une radicalisation de l'idéal démocratique, au fond, même si c'était pas explicite. Et ce point est aussi très vrai, peut-être d'autant plus pour les principales insurrections de la vague des printemps arabes, qui avaient souvent même pas besoin de radicaliser le mot d'ordre démocratique pour en faire un levier efficace. Il faut bien constater que malheureusement ces insurrections récentes, là, dans leur ensemble, elles ont échoué à assurer ou à dessiner un futur désirable. C'est pas du tout une condamnation, parce que je crois fortement à l'idée que c'est ce qui se passe dans les insurrections, dans le cœur même des insurrections, qui est aussi au moins aussi important que ce sur quoi elles débouchent. Mais par ailleurs, on peut quand même pas faire l'économie d'un bilan à ce niveau-là, et il est assez évidemment mauvais. Ce qu'on peut aller chercher dans ces épisodes politiques, c'est différentes choses. C'est la possibilité de dire non, même dans des contextes qui sont incomparablement plus défavorables que ceux qu'on connaît en France aujourd'hui. C'est aussi l'auto-organisation populaire, son inventivité, les promesses qu'elle porte. Mais par contre, on aurait bien du mal à aller trouver dans ces épisodes insurrectionnels récents un idéal de substitution aux deux grands vecteurs révolutionnaires de la modernité qui sont la démocratie et le communisme. Pour faire de l'histoire un peu à la hache, on pourrait dire que l'effondrement de la démocratie, il se manifeste autant dans la fascisation des démocraties historiques que dans l'échec des mouvements de démocratisation révolutionnaire dans le reste du monde. Les deux sont d'ailleurs corrélés. Le fait qu'on n'ait pas de perspective révolutionnaire, ça fait qu'il n'y a pas de raison de maintenir les garanties démocratiques d'un côté, de l'autre côté du monde, et c'est lié aussi au fait que c'est le fascisme qui en vient à incarner la possibilité même d'une rupture. Dans les années 2000, il y avait ce slogan « Un autre monde est possible ». Il est à craindre qu'aujourd'hui, ce qui représente cet autre monde, ce soit le fascisme. Alors on peut toujours relativiser ce constat pessimiste, et il y a certainement matière à le faire, mais la tendance est quand même malheureusement assez indéniable. À moyen terme, on peut parier sur le fait que plus la situation appellera une réponse d'ordre révolutionnaire, et plus celle-ci va sembler se dérober. Parce qu'en fait, il faut renverser la proposition. C'est bien, plus les perspectives révolutionnaires seront faibles, plus la situation empirera. Si on veut se rassurer au moins d'un point de vue théorique, on pourrait faire le parallèle avec les années 60-70 et les théories des opéraïstes italiens. Ils avaient théorisé notamment que c'était bien les luttes ouvrières qui présidaient aux restructurations du capitalisme. Donc même si ces restructurations, elles ont fini par avoir raison du mouvement ouvrier, en tout cas du caractère révolutionnaire du mouvement ouvrier, cette analyse, elle a le mérite de remettre la lutte au cœur des dynamiques historiques, même dans le cas d'une défaite. Et je pense qu'on peut reprendre cette analyse, mais en l'appliquant à une situation non pas de défaite valeureuse, mais de grande faiblesse du mouvement révolutionnaire. Même en négatif, il garde une place importante, parce que c'est son absence qui ouvre le champ à la reconfiguration du pouvoir. Le drame, en fait, c'est que aujourd'hui, on n'a plus les moyens de notre inconséquence, mais qu'on n'a pas plus pour autant les moyens d'être conséquent. Cette formule, elle résume à peu près l'ensemble de ce premier numéro. D'un côté, elle dit qu'on peut plus se permettre de laisser sous le tapis les questions embarrassantes, comme celle de nos dépendances matérielles ou celle de l'absence d'horizon désirable. Elle dit aussi qu'on vit une phase d'accélération historique, qui vient nous dire s'il doit y avoir une révolution, ça va être le moment. C'est ce que, d'une certaine façon, nous dit aussi le pouvoir, le fameux « tu vas faire quoi ?» Mais c'est surtout ce que nous disent les conditions objectives. Que ce soit pour éviter une guerre mondiale ou l'emballement du climat, le timing maintenant, il se joue en années, voire en mois. Là où on pouvait encore sereinement raisonner en termes de décennies ou de générations pour ce qu'était de la construction d'un mouvement révolutionnaire, il y a encore seulement quelques années. Et dans le même temps, donc, on a les perspectives révolutionnaires qui semblent se dérober à court et moyen terme. On va faire quoi, donc ? Peut-être commencer par remettre pas mal de choses à plat.
D'abord, on va se méfier des positions qui reposent en dernière instance sur l'advenue rapide d'une révolution mondiale. Du genre, il suffirait d'une insurrection prolétarienne en Russie, aux USA, en Europe et en Chine pour mettre fin aux menaces de guerre mondiale. Moi aussi je suis pour, c'est pas le souci, et quelque part j'espère sincèrement me tromper dans l'analyse en pariant pas là-dessus, mais en l'état j'aurais vraiment trop l'impression de me mentir à moi-même en faisant de ça la clé de toute prise de position politique. Aussi, il va falloir reconsidérer la stratégie du « on pousse jusqu'à ce que ça craque ». D'une part, parce qu'on bénéficie de moins en moins de ce qui nous protège un minimum dans une situation de conflit ouvert, comme par exemple le fait que les flics sont pas censés nous tirer dessus à balles réelles. D'autre part, on voit bien qui seraient les forces qui sauraient tirer profit d'une situation qui deviendrait incontrôlable, et c'est pas nos amis. Un autre point, reprendre sérieusement l'activité de pensée. Quelque part, si on se dégage des impératifs les plus directement politiques, en partant du principe que sur ce plan-là, on sera pas gagnant à court terme, on a moins de contraintes pour affronter librement la complexité de la situation. Il y a des temps où c'est justifié de mettre de côté la réflexion pour foncer vers un objectif, mais ça me semble pas du tout être le cas en ce moment. Et enfin, prendre la mesure de la fin du progressisme, au sens de la foi dans une forme de progrès ou même simplement d'amélioration de la situation. Tout le monde sait que la situation va pas aller vers le mieux, ne serait-ce que par le désastre écologique et ses réactions en chaîne. Est-ce qu'il existe une possibilité de mouvement révolutionnaire sans espoir d'un monde meilleur ? Si on pense que c'est le cas, il faut immédiatement se mettre à la recherche de cette possibilité. Et si on pense l'inverse, il reste encore des choses auxquelles on peut se raccrocher. On peut appeler ça la vie, on peut appeler ça l'éthique, la foi, y compris la foi dans le retour d'une situation favorable à un mouvement révolutionnaire. Et je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur tout ça dans des prochains numéros. La fin du progressisme, ça veut aussi dire la fin, ou en tout cas une transformation profonde des idéaux qui lui sont liés. On a dit que le fascisme se nourrit de la décrépitude de ses idéaux, et ça apparaît donc comme un mauvais calcul stratégique de s'appuyer sur ces mêmes idéaux en décrépitude pour le combattre. Surtout que par ailleurs, c'est-à-dire notre tradition politique, a jusqu'ici maintenu une certaine distance avec. Je l'ai déjà dit, il s'agit pas pour autant de tout rejeter en bloc. D'abord parce que certains de ces idéaux méritent d'être repris et défendus, et aussi parce que pour le coup, il y a peut-être un objectif stratégique à maintenir une possibilité de dialogue avec celles et ceux qui choisissent de se battre contre le fascisme au nom de ces idéaux. Reste que, si on est bien en train de vivre la clôture du temps des Lumières, ça va être le moment de faire l'inventaire et de déceler ce qui se dessine de désirable pour la suite. Le monde dans lequel on entre est tout sauf stable. De ce point de vue, on pourrait se dire que la situation est 1000 fois moins déprimante que dans les années 80, où tout semblait gelé pour des décennies. Aujourd'hui, quand on dit qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, c'est pas juste une expression. On peut littéralement entrer dans un nouvel événement historique d'un jour sur l'autre. Ce retour de l'histoire est sans aucun doute brutal, là aussi au sens figuré comme littéral, mais il est aussi porteur de possibilités. Et c'est ces possibilités qu'il s'agit maintenant de découvrir derrière la brutalité et la sidération. Regrets, I've had a few. Le temps pour les regrets. 2 ou 3 choses que je regrette. Alors, en réécoutant ce premier numéro avant de le balancer dans les internets, je me dis qu'il y aurait quelques trucs à préciser, à corriger ou à nuancer. Donc je propose de finir avec cette petite séquence autocritique. Tout d'abord, quand je dis qu'on s'est appuyé sur l'hypocrisie du système pour en faire notre levier politique, il faut comprendre ça surtout comme une explicitation après coup. En y repensant, j'ai pas l'impression que ce thème de l'hypocrisie était tellement mis en avant explicitement durant la période dont j'ai parlé, donc 2000-2020. Ça a pu être le cas sur certaines questions, par exemple on a pu dire clairement « votre soi-disant paix sociale c'est la guerre », mais dans l'ensemble, on s'est souvent contenté de rester sur un registre implicite, et il me semble pour 2 raisons. La première, c'est que on était quand même gênés aux entournures de brandir trop positivement pour nous-mêmes les propres idéaux du système qu'on combattait.
Et aussi parce que il y en avait pas besoin, vu comment ces idéaux paraissaient tellement bien ancrés et diffus. Un exemple, au moment où la police commence à faire usage intensif des lanceurs de balles de défense dans le cadre du maintien de l'ordre, dans la deuxième moitié des années 2000. Vous attendez quoi les gars? Tirez bordel! Vous balancez un tendu s'il faut! Tendu! On se demande comment réagir. Donc évidemment, il y a les réponses qui sont d'ordre technique, porter plutôt des masques de ski que des lunettes de piscine contre les lacrymos, parce que en cas d'impact, ça protège mieux les yeux, ce genre de choses. Mais la réponse politique elle nous pose un cas de conscience. Comment on va faire pour pointer du doigt l'écart entre la prétention social-démocrate à un maintien de l'ordre propre et sans bavure, entre guillemets, et les effets réels des lanceurs de balles de défense, donc les mutilations. Comment on fait ça sans donner l'impression qu'on reprend à notre compte la fable de la paix sociale, c'est-à-dire une paix sociale qui pourrait être maintenue que par des opérations de police préventives et de proximité, sans la nécessité de recourir à la répression brutale. Encore une fois, nous, on n'y croit pas à cette paix sociale, mais on voyait bien que c'est cette croyance qui permettait de limiter la brutalité de la répression. Donc la réponse qu'on a trouvée pour malgré tout contribuer à une campagne politique contre le flashball et les LBD, c'est qu'on a conçu ça comme une opération principalement d'ordre tactique, qui visait à amoindrir la puissance de l'adversaire. Donc ça, c'était notre objectif, un objectif tactique, et pour cet objectif, on était quand même amené à s'appuyer sur un fond plus politique auquel nous, on ne croyait pas directement. Et on a pu le faire parce qu'on n'avait pas besoin de trop insister sur le fait que c'était pas correct dans la France de 2010 d'éborgner des manifestants, que c'était en soi assez scandaleux pour que la dénonciation opère toute seule. C'était une sorte de jeu serré avec un usage tactique des idéaux démocratiques, sans pour autant les reprendre explicitement à notre compte. Et on pouvait le faire parce que, à l'époque, même un Sarkozy était encore largement tenu par le respect de ses idéaux, et c'était pas à nous de les défendre directement. Ça appelle une deuxième remarque sur ce qui peut apparaître comme une grande naïveté dans ce que j'ai raconté tout à l'heure. Comment on a pu imaginer que le système préférait tomber de lui-même plutôt que de lâcher ses idéaux, alors que nous-mêmes on n'y croyait pas. Là encore, il y a plusieurs explications. Déjà, comme je l'ai dit, cette espèce de stratégie de rupture à l'endroit de l'hypocrisie, elle me semble avoir été largement inconsciente, ou en tout cas pas pensée comme telle sur le moment. À l'époque, on fait feu de tout bois et on saisit ce qu'on a sous la main pour accroître le rapport de force sans forcément se projeter très loin. Aussi, je l'ai déjà évoqué, c'est une question de densité du temps historique. On était encore dans le tempo qui est assez lâche et lent qui avait suivi l'échec de la tentative révolutionnaire des années 70, avec beaucoup de choses qui paraissaient installées pour longtemps. Personne ou pas grand monde avait anticipé la compression du temps historique de la dernière décennie. Et en parlant de cette compression, je peux pas m'empêcher de remarquer comme ça au passage qu'elle suit assez fidèlement la courbe des températures mondiales et l'accélération du rythme des manifestations du changement climatique. Il y aurait certainement quelque chose à faire autour de cette conjonction. Mais pour en venir à notre propos, cette histoire d'accélération historique, c'est pour dire que avant d'être plongé dedans, on pouvait encore penser que le vieux monde avait une certaine inertie qui l'empêcherait de liquider ses propres idéaux en seulement quelques mois. Et dernier point de cette dernière séquence, ce qui permet aussi de relativiser la naïveté qu'aurait été à la nôtre. J'ai toujours vécu la lutte politique et la construction d'un mouvement révolutionnaire comme quelque chose de désirable en soi. J'ai envie de dire presque indépendamment du résultat, même si évidemment c'est lié. En tout cas, nos tentatives politiques, elles sont loin de se résumer à des grands et vagues plans de bouleversement révolutionnaire. On a aussi, et peut-être même surtout, lutté pour l'ici et maintenant, pour ce que ça implique de rencontres, de joie, d'apprentissage, d'intensité, d'invention sur le tas d'une vie nouvelle. Et tout ça, c'est une mesure au moins aussi pertinente de la justesse de nos combats que la victoire finale. Encore une fois, la puissance de ces expériences vécues, elle est évidemment corrélée à la façon dont ça donne effectivement des prises sur le cours de l'histoire. Et si ça comptait pas, j'en serais pas là à faire ce podcast. Mais au-delà de la question des victoires et des défaites, il faut garder en tête toujours que c'est dans le cœur même de la lutte que va se jouer ce qui est le plus important. Voilà donc pour ce premier numéro.
qui en appelle déjà pas mal d'autres, en espérant que les temps suspendus de la vaisselle les laisseront émerger. Encore une fois, je suis preneur de tout retour que vous pouvez envoyer à devaisselle tout attaché @riseup.net. À la prochaine.